Le 20 octobre 2011, Mouammar Kadhafi a été assassiné par l'OTAN et ses alliés après que l'ONU ait ordonné des frappes aériennes sur la Libye. Today, the government of Libya announced the death of Muammar Gaddafi. À l'époque, ils avaient fait croire à tout le monde qu'ils partaient pour des raisons humanitaires, protéger le peuple libyen et instaurer une nouvelle démocratie. In a new and democratic Libya. Mais lorsque nous observons de près ce qui se passe actuellement en Libye, cet argument laisse à désirer. La Libye se trouve dans une situation très chaotique. Le pays est divisé en zones d'influence contrôlées par des milices. Des groupes terroristes tels qu'Al-Qaïda et l'État islamique y sont présents et très actifs. Cette région du Sahel, auparavant maîtrisée par Kadhafi, est devenue plus instable que jamais. De plus, c'est devenu un transit pour les migrants qui passent par la Méditerranée, parmi lesquels des milliers de personnes sont mortes. Ce peuple vit dans la peur et l'insécurité depuis plus d'une décennie. Alors, pourquoi ce pays qui était supposé être l'un des plus prospères n'arrive pas à se réveiller de ce sommet dans lequel il est plongé? Ceci est un rapport publié par le Parlement britannique. Il s'agit d'une enquête sur la participation de leur gouvernement dans l'attaque contre la Libye. Et ils ont conclu que cette attaque était basée sur de fausses accusations. Alors pourquoi avoir attaqué la Libye si ce n'était pas pour des raisons humanitaires? Que s'est-il réellement passé? Pour répondre à cette question, j'ai passé ces derniers mois à enquêter sur ce sujet. J'ai lu des centaines de pages de rapports écrits par les plus grandes institutions. Alors sans plus tarder, vous allez découvrir au cours de cette vidéo pourquoi ils ont tué Kadhafi. Il faut savoir que la relation entre Kadhafi et les Occidentaux n'a jamais vraiment été bonne. Et pour comprendre l'origine de ces tensions, il faudra retourner en 1969. Alors que la Libye était encore sous une monarchie, Kadhafi renversa le roi Idriss le 1er septembre, alors qu'il n'avait seulement que 27 ans. Une fois au pouvoir, il convertit la Libye en une république. Il obtient le retrait des bases militaires américaines et anglaises présentes sur le territoire. Il ferme les banques internationales et nationalise l'industrie pétrolière. Et en seulement quelques années, la Libye devient l'une des nations les plus développées du continent africain. Les États-Unis et le Royaume-Uni en particulier voyaient de mauvais œil le fait que Kadhafi soit au pouvoir. Ils voulaient accéder aux vastes réserves de pétrole de la Libye, mais la position protectionniste de Kadhafi leur rendait la tâche difficile. Ils vont donc vouloir se débarrasser de lui et cela, peu importe le moyen. Nous sommes au début des années 80. Ronald Reagan vient d'être élu président des États-Unis. Au cours de cette même période, le monde est frappé par une vague d'attentats et il fallait trouver un coupable. C'est à ce moment que l'administration Reagan va inventer toutes sortes d'histoires sur Kadhafi, dans le but de retourner tout le monde contre lui. Ils lui mettront au dos la responsabilité de plusieurs attentats, notamment celui de Rome et Vienne en 1985, puis celui contre une discothèque à Berlin en 1986, au cours duquel 2 soldats américains sont morts. Quelques jours plus tard, les États-Unis bombarderont la Libye en représailles aux victimes américaines. When our citizens are abused or attacked anywhere in the world on the direct orders of a hostile regime, we will respond so long as I'm in this Oval Office. La Libye sera ensuite sanctionnée économiquement par l'ONU et déclara un embargo militaire et aérien sur le pays. Au début des années 2000, les sanctions contre la Libye sont levées. Kadhafi côtoie plusieurs leaders occidentaux. Il se fait même installer une tente en plein cœur de l'Élysée. L'Occident le considérait désormais comme un allié clé pour protéger ses intérêts au Moyen-Orient et en Afrique. Sauf que cette relation de coopération a été de courte durée. Mouammar Kadhafi a été tué parce que des personnes très puissantes l'ont voulu. Ces personnes le considéraient comme quelqu'un qui gênait, ou du moins quelqu'un qui empêchait leur projet à se réaliser. Ces personnes sont donc allées en Libye pour protéger leurs propres intérêts. J'ai pu établir une liste des personnes qui ont contribué à la mort de Mouammar Kadhafi. Mais dans cette vidéo, je vais me concentrer sur celles qui ont eu le plus grand impact. Commençons par le Qatar. Le 23 novembre 2010, l'Élysée organise un déjeuner d'affaires. En présence de Nicolas Sarkozy, il y avait aussi Claude Guéant, homme à tout faire de Sarkozy, à l'époque secrétaire général de la présidence. Michel Platini, alors à la tête de l'UEFA, l'organisation dirigeant le football européen. Ben Jassim, ancien premier ministre du Qatar, et puis le cheikh Tamim Ben Hamad. À l'époque, il était encore prince héritier et agissait comme émissaire de son père. Lors de cette réunion, des contrats importants ont été signés entre les deux pays. Et selon des sources proches de l'Élysée, il s'avérait que cette réunion fut décisive pour permettre au Qatar d'organiser la Coupe du Monde de 2022. Mais cela n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Un autre sujet plus important aurait été abordé, le renversement du colonel Mouammar Kadhafi.
Alors vous allez vous demander pourquoi le Qatar en voudrait-il à Kadhafi? Il faut savoir que le Qatar, qui n'était pas très connu à l'époque, avait de grandes ambitions, rivaliser avec les pays du Golfe et s'imposer sur l'échiquier international. Alors le Qatar en voulait à Kadhafi parce que ce dernier aurait refusé leur participation à un gros contrat d'exploitation de gisements de pétrole en cours de négociation entre Total, Paris et Tripoli. Il faut noter que Kadhafi se méfiait énormément du Qatar. Regardez ce document. Il a été publié par Blast, un journal qui enquêtait sur l'affaire. Il s'agit d'un procès verbal d'accord entre les deux pays. Vous pouvez d'ailleurs voir la signature des deux parties sur la seconde page. En bas à droite figure le nom de Nicolas Sarkozy. Alors j'ai pu contacter Blast pour savoir à quel point ces documents étaient fiables. Et voici leur réponse. Ok, retournons à ce document. Sur la seconde page du document, il est mentionné ceci. Il a été convenu que l'État du Qatar prendra en charge l'intégralité des dépenses des opérations de sécurité et militaires françaises spéciales en Libye. L'État du Qatar verserait une somme de 300 millions d'euros à son Excellence le Président de la République de France. Il s'agit du même montant que la France a dépensé lors de l'intervention en Libye. Coïncidence? Qu'il y ait un doute ou pas sur la fiabilité de ces documents, vous verrez un peu plus tard dans la vidéo le rôle joué par le Qatar. Mais le Qatar est de loin le seul pays qui a voulu la chute de Mouammar Kadhafi. Les États-Unis, à l'époque dirigés par Barack Obama. En fait, le problème n'est pas Barack Obama en tant que tel. En faisant ces recherches, j'ai eu l'impression qu'il a été mal conseillé par son entourage. Il était d'ailleurs très réticent sur le fait de déployer une armée militaire en Libye. Certes, c'était lui le président et que c'était lui qui prenait toutes les décisions, mais il y avait bien pire. Sa secrétaire d'État, Hillary Clinton, qui se réjouissait d'ailleurs de la mort de Mouammar Kadhafi. We came, we saw, he died. Au début, je me demandais comment est-ce qu'un leader pouvait agir de la sorte. Quel était l'intérêt de se réjouir de la mort d'un être humain? Mais ce n'est qu'en 2016 que nous découvrirons les réelles motivations de celle-ci à vouloir en finir avec Kadhafi. Wikileaks a publié un document non classifié du département d'État américain envoyé par courrier électronique à Hillary Clinton daté du 2 avril 2011. L'expéditeur, c'est Storm, Sidney Blumenthal, un journaliste américain et confident de longue date d'Hillary Clinton. Le courriel contient ceci. Le gouvernement de Kadhafi détient 143 tonnes d'or et une quantité similaire en argent. Cet or a été accumulé avant la rébellion actuelle et était destiné à être utilisé pour établir une monnaie panafricaine basée sur le dinar libyen en or. Ce plan a été conçu pour fournir les pays africains francophones avec une alternative au franc français. Selon des personnes bien informées, cette quantité d'or et d'argent est évaluée à plus de 7 milliards de dollars. Une telle monnaie aurait libéré le continent africain de son esclavage économique sous le dollar. Il faut rappeler que Kadhafi a toujours voulu créer les États-Unis d'Afrique. Et une Afrique unie par une seule monnaie finirait par devenir une entité très puissante sur la scène mondiale. Alors les Américains voulaient coûte que coûte protéger le pétrodollar. Pour faire simple, le pétrodollar est ce qui donne aux États-Unis son hégémonie dans le monde des finances. Si vous voulez, son pouvoir. Et sans le pétrodollar, les États-Unis ne pourraient pas contrôler le commerce mondial. La Libye étant un pays exportateur de pétrole, déstabiliserait le pétrodollar si elle émettait une monnaie adossée à l'or pour le commerce du pétrole. Et à ce moment, les États-Unis seraient contraints d'acheter du pétrole et des minéraux dans la monnaie adossée à l'or, faisant ainsi pencher la balance. C'est exactement la même chose qu'avait fait Saddam Hussein. L'ancien président irakien avait rompu le pacte du pétrodollar et vendu exclusivement le pétrole en euros. Et nous savons tous ce qui s'est passé par la suite. Il a été accusé par les États-Unis de détenir des armes de destruction massive et a été tué quelques années plus tard. Alors lui, c'était l'homme qui tirait sur toutes les ficelles. Tout a débuté en 2005. Alors ministre de l'Intérieur, il se déplace en Libye pour parler d'immigration. Une visite au cours de laquelle le courant était bien passé. Pas seulement que les négociations furent un succès, mais Sarkozy s'est fait un ami, Mouammar Kadhafi. Quelques années plus tard, ce dernier financera sa campagne électorale lors de l'élection présidentielle française. Une élection pendant laquelle il s'en sortira vainqueur. Il s'avère que Sarkozy aurait reçu une somme de 50 millions d'euros de la part du régime de Mouammar Kadhafi. Plus tard en 2012, des documents seront publiés par Mediapart, un journal français qui confirme ces faits. Des accusations que Sarkozy sans doute niera. Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007, comme l'a affirmé Yad Takedine, alors pas seulement dans les médias, mais à la justice française hier aussi? Quelle indignité! On peut conclure que Sarkozy ne voulait pas que cette affaire soit connue du public, surtout qu'il avait l'intention de se présenter pour un second mandat. Il fallait donc faire taire Kadhafi le plus rapidement possible. Mais celle-ci n'était pas la seule raison. Toujours dans le même mail reçu par Hillary Clinton, Blumenthal continue. Un désir de gagner une plus grande part de la production pétrolière libyenne, augmenter l'influence française en Afrique du Nord,
améliorer sa situation politique intérieure en France, offrir aux militaires français l'opportunité de réaffirmer leur position dans le monde, répondre à l'inquiétude de ses conseillers sur les projets à long terme de Kadhafi, de supplanter la France en tant que puissance dominante en Afrique francophone. Ceci était donc une menace financière majeure pour la France. Depuis la nuit des temps, la France détient un énorme pouvoir sur le continent africain. 14 pays d'Afrique francophone utilisent ce qui était appelé avant le franc des colonies françaises d'Afrique. Cette monnaie qui est arrimée à l'euro met dans l'obligation ceux-ci à déposer 50% de leurs réserves au trésor français. La conclusion est donc simple, il était inconcevable pour la France de perdre ce statut de maître. Maintenant que nous avons terminé avec la liste des tombeurs de Kadhafi, parlons à présent de comment ces derniers ont vendu la guerre à la communauté internationale. Nous sommes en fin de l'année 2010. La montée du printemps arabe déstabilise certains pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Après l'Égypte et la Tunisie, la Libye est à son tour affectée. Dès le 26 février 2011, Benghazi est sous le contrôle des rebelles. Mais une journée avant, Kadhafi recevait un appel d'un ancien ami, Tony Blair, ancien Premier ministre des Royaumes-Unis. J'ai pu avoir le script de leur conversation. Une conversation au cours de laquelle Tony Blair dira à Kadhafi qu'il y a des affrontements en cours et qu'il faudra trouver un moyen pour gérer la situation. Kadhafi répondra « Il n'y a pas d'effusion de sang et il n'y a pas d'affrontement. Nous n'avons aucun problème, juste laissez-nous tranquilles. Si vous êtes vraiment sérieux et que vous cherchez la vérité, prenez l'avion et venez nous voir. » Lors de son discours à la télévision nationale, Kadhafi menace de récupérer Benghazi rue après rue, maison après maison. لتطهير ليبيا شبر شبر بيت بيت دار دار زنقة زنقة فرد فرد. Et ce discours sera le point de bascule. En fait, il servira d'excuse à l'Occident pour attaquer la Libye. Ils l'utiliseront comme prétexte pour soi-disant éviter un nouveau génocide bosnien ou rwandais. Et c'est là que le Qatar entre en jeu. Ils feront ce qu'on appelle la propagande. Vous connaissez le dicton, ceux qui contrôlent les infos contrôlent les esprits. Alors, Al Jazeera, détenu en partie par le gouvernement qatari, était responsable de la majorité des reportages internationaux sur le conflit. Ils publieront plusieurs articles qui poseront les accusations contre le régime de Kadhafi sans aucune preuve justifiée. Amnesty International, qui avait enquêté sur cette affaire, conteste en concluant qu'il n'avait pas trouvé de preuves suffisantes pour confirmer ces accusations. Et toutes ces accusations avaient pour seul but de justifier l'attaque contre la Libye. Et devinez quoi? Ça a marché. What we can bring to you is three things. Lui, c'est Bernard-Henri Lévy, ou BHL, un soi-disant philosophe français. Il a été d'une grande importance dans la chute de Mouammar Kadhafi. Il a servi d'intermédiaire entre Sarkozy et les rebelles. En fait, c'était les yeux et les oreilles de Sarkozy en Libye. Et dans cette vidéo, il est aux côtés du porte-parole du CNT, Moustapha Abdel-Jalil, à qui il propose d'entrer en relation avec Sarkozy et d'amener une délégation des rebelles à Paris. We take the plane tomorrow. We are in Paris Monday morning and President Sarkozy will receive you at Palais de l'Élysée. Le 10 mars 2011, cette délégation est reçue à l'Élysée. Les rebelles promettent 35% du pétrole brut du pays en échange de son soutien à la lutte contre Kadhafi. Le 17 mars 2011, lors d'une réunion à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies vote par 10 voix la résolution de 1973. Dans cette résolution, le Conseil de sécurité exprime sa profonde préoccupation face à la détérioration de la situation, notamment l'instauration d'un cessez-le-feu. Il décide aussi d'imposer une zone d'exclusion aérienne et d'interdire tous les vols dans l'espace aérien de la Libye. Et surtout autorise les États membres de l'ONU à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les civils libyens. Et à partir de là, ils avaient reçu le feu vert pour attaquer. Le 19 mars 2011, la France frappe en premier. Peu après, les États-Unis à leur tour lancent un peu plus de 122 missiles sur les forces de Kadhafi. Il y avait aussi les forces navales. Elles s'occupaient de surveiller les côtes de la Libye. Le 15 avril 2011, Obama, Sarkozy et David Cameron s'unissent et écrivent une lettre dans laquelle ils parleront d'un avenir sans Kadhafi. Pourtant, au départ, ils n'avaient pas fait savoir à l'opinion publique qu'ils partaient en Libye pour un changement de régime, qu'ils allaient tout simplement protéger le peuple libyen, la ville de Benghazi en l'occurrence d'un soi-disant massacre. Ceci est un document publié par Human Rights Watch. Il s'agit de l'organisation qui défend les droits humains à travers le monde. Et dans ce document, il montre les dégâts causés par les frappes aériennes de l'OTAN. Par exemple, sur ces deux images qui ont été prises par GOI, elles montrent la destruction de bâtiments appartenant à des agriculteurs dans le village de Madjer. L'image de gauche a été prise le 6 août 2011, 2 jours avant les frappes aériennes de l'OTAN. Puis celle de droite a été prise le 9 août, après les frappes aériennes de l'OTAN. Nous pouvons remarquer la destruction totale de ces maisons.
34 personnes auraient perdu la vie, notamment des enfants. En fait, tout ceci prouve qu'ils n'avaient pas été en Libye pour sauver le peuple libyen, comme ils l'ont toujours chanté haut et fort. Toutes les institutions ayant enquêté sur cette affaire ont conclu que cette intervention n'avait pas lieu d'être, et que ces personnes se sont basées sur des informations erronées pour légitimer l'attaque contre la Libye. Ils ont apporté leur soutien aux rebelles en leur fournissant tous les équipements nécessaires. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Après 7 mois d'affronts meurtriers, Kadhafi est traqué dans sa ville natale où il trouvait refuge. Selon des sources non officielles, il aurait été localisé grâce à son téléphone satellitaire dont il s'était servi un peu plus tôt pour contacter certains de ses fidèles qui avaient trouvé refuge auprès de Bachar al-Assad en Syrie. Et c'est justement le chef d'État syrien qui a transmis son numéro de téléphone satellitaire au service secret français. Et en échange de ces informations, Assad avait obtenu la promesse d'un délai de grâce de la part des Français et moins de pression politique sur le régime. Ce qui s'était passé. Et à partir de là, il n'était plus qu'une question de temps pour l'OTAN et ses alliés d'attaquer son dernier bataillon. Le 20 octobre 2011, alors qu'il essayait de s'enfuir, son cortège est repéré par un drone de surveillance de l'OTAN. Aussitôt, des missiles seront lancés sur le convoi. Kadhafi s'en sortira miraculeusement et décidera de continuer sa fuite à la marche. Il ira se cacher dans un conduit d'eau où il sera retrouvé quelques minutes après par un groupe de rebelles. Et puis, ce qui devait arriver, arriva. Les circonstances de la mort de Kadhafi n'ont jamais vraiment été clarifiées. Selon l'une des versions, il est mort au cours d'un échange de tirs entre pro-Kadhafi et rebelles. Une autre version dit qu'il aurait été tué par balle par un agent étranger infiltré parmi les rebelles. Son corps sera exposé comme un trophée dans un entrepôt à Misrata où des milliers de personnes iront le voir. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo et je vous remercie énormément d'être resté. Je m'appelle Muntaga et c'est ma toute première vidéo sur YouTube. Je suis passionné de géopolitique et j'utiliserai cette plateforme pour traiter plein d'autres sujets dans le genre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer et partager autour de vous, mais surtout vous abonner car c'est la meilleure façon pour vous de me soutenir. Vous pouvez aussi me proposer en commentaire des idées de sujets et ce sera un plaisir pour moi de les traiter. Alors en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et on se dit à bientôt.